tous, bienvenue dans cette session des GECO à distance. Merci d'être là pour ce sujet de la souveraineté industrielle européenne. À quel prix? C'est le titre de la session, qui est évidemment d'actualité. Je voyais ce matin à la une des Échos que le ministère de l'économie a dévoilé quelques-uns des projets industriels de relocalisation. La France qui, avec cette crise sanitaire, a été confrontée à sa dépendance vis-à-vis de l'Asie notamment, dépendance en masques de protection, en produits anesthésiants et en réactifs pour les tests. Au-delà des défaillances de l'État en matière de gestion des risques sanitaires, le débat s'est concentré sur les lacunes de notre industrie et souvent été pointé les délocalisations dues à la mondialisation. Donc de ce débat public sur les relocalisations, dans ce contexte de protectionnisme américain, même si on a changé de président aux États-Unis, de dirigisme chinois, et en Europe, la question de la souveraineté industrielle, eh bien, elle s'est quand même réveillée, on en parlera. On va essayer de savoir si la régionalisation des chaînes de valeur est quelque chose de pérenne, et si dans certains secteurs stratégiques, la puissance publique peut réellement inciter à des relocalisations. Pour en parler, Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Lionel Fontanier, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Bonjour. Sarah Guillou, qui est directrice adjointe à l'OFCE, au département Innovation et Concurrence. Bonjour. Et Jean Pisani-Ferry, professeur à la Hertie School of Governance de Berlin et professeur associé à Sciences Po. Bonjour. Je donne tout de suite la parole à Élie Cohen. Bien, alors, vous l'avez sans doute noté, il y a quelques semaines, dans notre hebdomadaire économique favori, The Economist, paraissait en page Charlemagne un article intitulé « Stratégique yogourt ». Alors, avec un mélange de causticité et de sérieux, The Economist s'amusait d'abord des tropismes nationalistes, protectionnistes et étatistes de la France, qui poussait le ridicule, il y a 10 ans, jusqu'à considérer que le yaourt de Danone était un actif stratégique qu'il fallait protéger de la mainmise américaine, de Pepsi-Cola. On parlait même d'une cathédrale de Strasbourg de notre gastronomie. Et donc, The Economist disait que ce qui faisait rire à Bruxelles il y a 10 ans, et qui à l'époque avait mobilisé le président de la République, Jacques Chirac, le Premier ministre, M. de Villepin, et le ministre de l'économie de l'époque, qui était Thierry Breton. Donc ce qui faisait rire il y a 10 ans commence à devenir quelque chose de sérieux, puisque, nous dit des économistes, l'idéologie française de la souveraineté industrielle est en train de devenir une politique européenne autour de l'idée de l'autonomie stratégique de l'Europe. Donc, The Economist nous dit, attendez, ça commence à devenir sérieux. Le temps où on pouvait se moquer gentiment des Français à Bruxelles est révolu. Ce sont les Français qui fixent l'agenda maintenant de la stratégie européenne. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est passé un événement qui a traumatisé l'ensemble de l'Europe. Cet événement, ça a été effectivement la pandémie et la découverte par beaucoup de pays européens de l'incroyable dépendance dans laquelle ils étaient vis-à-vis d'une espèce de duopole sino-indien qui s'était formé dans les principes actifs pharmaceutiques, mais au-delà, dans l'industrie pharmaceutique, et au-delà, à la faveur de la désindustrialisation de l'Europe et de la perte de compétitivité de l'Europe, une situation de domination de la Chine et qu'il faut combattre. Et donc le débat s'est installé sur le thème: est-ce que la mondialisation est allée trop loin? Est-ce que l'extension et la fragmentation des chaînes de valeur au niveau mondial n'a pas atteint un niveau tel qu'il met en péril la sécurité économique et même la protection sanitaire des différents pays européens? Est-ce qu'il ne convient pas de réagir face à cela?
Et donc, le concept de souveraineté industrielle, qui était une invention française, serait en train de devenir un concept structurant au niveau européen. Alors, l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est d'abord, une fois cette incise sur la page Charlemagne de The Economist passé, essayer d'évaluer le sérieux de cette proposition qui voudrait que la France installe au cœur du débat européen la notion de souveraineté industrielle et installe au cœur du débat européen l'idée d'autonomie stratégique. Donc, quel sort faut-il réserver aux inquiétudes de The Economist? Est-ce qu'on va, comme tu l'as annoncé, est-ce qu'on va vers une vraie transformation des chaînes de valeur mondiales avec une régionalisation des chaînes de valeur? Est-ce que les États vont être amenés à intervenir au besoin par des relocalisations pour essayer notamment d'éviter les situations dans lesquelles on s'est trouvé en matière de dépendance pharmaceutique? Bref, est-ce que la politique industrielle, qui a toujours été un slogan européen, mais qui a été un échec permanent, est-ce qu'aujourd'hui, à la faveur du Covid, elle va retrouver une nouvelle faveur? Alors, pour esquisser des premières réponses à ces questions, et je crois que c'est l'ensemble de la table ronde qui répondra à ces questions, je vais procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je vais évoquer un travail que j'ai fait avec Philippe Aghion sur justement les filières industrielles françaises pour essayer de voir ce qu'il y a de spécifique à la France et ce qui est plus général au niveau européen, avant de voir quelles conclusions on peut en tirer, et pour la France et pour l'Europe. Alors, premier élément, cette fameuse dépendance que nous avons constatée en matière pharmaceutique, en matière de dispositifs médicaux au niveau français, est-ce que c'est quelque chose qui est français ou plus européen? Alors en fait, quand on regarde, on a fait un petit travail avec Philippe, on a considéré d'abord le couple franco-allemand et on a essayé de voir comment évoluer le commerce extérieur des produits Covid, comment évoluer les productions de produits Covid, comment évoluer les stratégies des firmes multinationales à base française et allemande dans ce domaine des spécialités pharmaceutiques et des vaccins et des dispositifs médicaux. Et on arrive à quelques conclusions que je vais rappeler assez rapidement et qui montrent d'abord que ce fameux problème de dépendance est beaucoup plus un problème français qu'un problème général. Alors, quand on considère le commerce extérieur des produits Covid, on note une chose, c'est qu'il y a 20 ans, la France était à peu près à parité avec l'Allemagne, et en 20 ans, la situation s'est fondamentalement inversée et elle s'est fondamentalement dégradée pour la France. Par exemple, en matière de balance commerciale, il y a 20 ans, on était à peu près à parité avec l'Allemagne dans le domaine de la pharma, et depuis, un grand écart s'est creusé. D'abord, l'écart s'est creusé en matière commerciale. On a assisté à un triplement de l'excédent commercial allemand à 20 milliards d'euros, alors qu'il y a une stagnation de l'excédent français à 2 milliards. D'autre part, quand on considère la production domestique de composants pharmaceutiques, on constate que cette production française a stagné depuis le début des années 2000, alors que la production domestique allemande croît fortement, elle a plus que doublé, donc stagnation d'un côté, doublement de l'autre. Et enfin, quand on regarde les avoirs des entreprises pharmaceutiques françaises à l'étranger, elles croissent beaucoup plus rapidement du côté français. Elles font plus que tripler, elles passent de 15 à 60 milliards d'euros, tandis que les avoirs allemands à l'étranger des entreprises pharmaceutiques allemandes restent stables à 15 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on constate en gros? On constate un décrochage violent de la production domestique française, une dégradation très forte du commerce extérieur français de produits Covid et de produits pharmaceutiques, et à l'inverse, une formidable expansion des multinationales à base française. Donc, on constate une désindustrialisation et une délocalisation plus marquée que l'Allemagne dans ce secteur pharmaceutique. Alors, est-ce que c'est spécifique au secteur pharmaceutique? On s'est posé la question pour les autres secteurs industriels. Et en gros, ce qu'on constate, c'est que le décrochage industriel français en matière pharmaceutique ne fait que reproduire un décrochage plus général de l'ensemble de l'industrie française, que ce soit l'automobile, les biens de transport, la chimie, juste quelques chiffres, alors que globalement, l'industrie allemande pèse 2,5 fois plus que la française. Ce rapport est
bien plus élevés dans certains secteurs qui sont les points forts de la spécialisation allemande, comme les machines et équipements, où le poids allemand est 5,8 fois supérieur au poids français, l'automobile, 4,8 fois supérieur en Allemagne qu'en France, les équipements électriques, où l'industrie allemande pèse 4 fois et demi plus que la française. Donc, ce décrochage pharmaceutique français, en fait, ne fait que reproduire un décrochage industriel plus général de la France par rapport à l'Allemagne. Alors, on pourrait se demander, c'est la troisième question qu'on s'est posée avec Philippe, si ce décrochage manufacturier dans la production, dans le commerce extérieur, était compensé par une avancée en matière de recherche, d'innovation, et en gros, ça correspondrait à l'idée d'évidement du cœur industriel de la France, avec un redéploiement vers l'amont, c'est-à-dire la recherche et l'innovation, et vers l'aval, c'est-à-dire la commercialisation, le marketing, etc. Alors si on regarde plus particulièrement le redéploiement vers l'amont, vers la recherche, vers l'innovation, on constate que là, le décrochage français est encore plus violent que ce qu'on a constaté en matière d'industrie, en matière de production, puisque si on regarde les brevets triadiques en absolu, la France décroche, elle souffre de sa taille qui ne lui permet pas de rivaliser avec les États continents comme la Chine ou les États-Unis, et elle souffre également, si on rapporte le nombre de brevets par habitant, la France souffre alors de son insuffisante spécialisation par rapport à la Suisse dans la pharmacie, par rapport à la Finlande et à la Suède dans les télécoms, et on constate une érosion et une perte de position traditionnellement forte dans les télécoms ou l'automobile, avec notamment la montée en puissance de la Chine dans la 5G, l'affirmation de l'hégémonie technologique américaine dans la filière électronique, mais aussi pharmaceutique. Bref, même en matière de recherche, même en matière d'innovation, la France a violemment décroché. Alors donc, comment expliquer tout ça? On ne va pas revenir sur les spécificités françaises plus longuement. En gros, on peut dire qu'il y a une perte de compétitivité de la France qui est générale, et cette perte de compétitivité, on l'observe également d'une certaine manière au niveau européen. Mais alors, il y a quelque chose de plus spécifique à la France dans le domaine pharmaceutique que je ne fais qu'évoquer ici pour éventuellement nourrir le débat, c'est que la politique de la sécurité sociale française est probablement un des facteurs explicatifs de ce décrochage en matière d'industrie pharmaceutique. J'avance ce point pour montrer que le raisonnement en termes de mondialisation ratée ou de mauvaise inscription de la France dans la mondialisation n'est qu'une partie de l'explication. En l'occurrence, la politique de tarification du médicament en France voulue par la sécurité sociale pour des raisons d'équilibre budgétaire et financier de la sécurité sociale ont fait que dans nos négociations avec les laboratoires pharmaceutiques, nous avons raté les localisations sur le territoire français d'usines pharmaceutiques, et nous avons surtout, et c'est un autre point qu'on mentionne peu quand on a ces débats sur la mondialisation, on a manqué le tournant dans la pharmacie, je dirais de la pharmacie chimique à la pharmacie biologique. Quand on regarde les implantations sur le territoire national des bioréacteurs, on constate un fort déficit français. Donc voilà, ça permet de voir ce qu'est la situation française, et du coup, ça conduit à poser maintenant la question de la stratégie et dans l'industrie pharmaceutique et dans les autres industries, avec la problématique des relocalisations, de la régionalisation des chaînes de valeur. Je vois que tu veux m'interrompre pour me poser une question, peut-être, non? Non. Je vérifie qu'on n'était pas trop long pour Ah bon, donc j'accélère. les présentations préliminaires. Non, alors j'accélère. Alors, dans ce cas, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je dirais que la réponse à la fois européenne et française à ce problème pharmaceutique, ça n'a pas été effectivement de développer une stratégie de relocalisation, de remise en cause de la mondialisation, mais plutôt de développer une stratégie de résilience. Je crois que la politique aussi bien européenne que nationale pour répondre à ce défi dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et au-delà dans le domaine industriel, c'est une politique de résilience. Alors dans le cas de la pharmacie, c'est quoi une politique de résilience? C'est combiner trois types de politiques. Premièrement, une politique de stock pour ne pas être confronté à des pénuries, comme on le sait en matière pharmaceutique, que ce soit des réactifs, que ce soit les produits anesthésiques ou que ce soit des dispositifs médicaux comme
Donc, premièrement, avoir une politique de stock. Deuxièmement, avoir une politique de diversification de la fourniture. La dépendance à l'égard de l'Inde et de la Chine n'est pas acceptable, pas simplement parce que c'est l'Inde et la Chine qui peuvent avoir des politiques de restriction d'exportation à certains moments, mais bien plus fondamentalement parce que c'est leur abandonner un pouvoir de monopole qui n'est pas justifié, pas plus dans ce secteur que dans les autres secteurs. Et puis le troisième élément, c'est éventuellement un début de relocalisation de certaines variables cruciales de ces chaînes de valeur. Je pense en particulier au principe actif et je pense à ce projet européen d'implantation d'usines de principes actifs au niveau européen. Donc ça, c'est la stratégie qui a été choisie aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Donc ça ne passe pas par une remise en cause fondamentale de la mondialisation, ça ne passe pas non plus par une remise en cause des chaînes de valeur mondiales avec un impératif de régionalisation. Et je dirais que la nouvelle stratégie européenne dite d'autonomie stratégique qui vise à favoriser la transition numérique, la transition climatique et la transition sanitaire s'inscrit dans cette perspective, c'est-à-dire comment renforcer la résilience de l'Europe et de la France plutôt que de remettre en cause fondamentalement la mondialisation. Alors après, intervient la question du partage. Une fois qu'on a choisi la maille européenne entre les différents pays européens, mais ça, c'est un autre sujet. Je sens qu'il faut que je m'arrête maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Élie, d'avoir présenté tous les éléments et les enjeux de cette question. Je voudrais passer la parole à Lionel Fontagnier pour approfondir cette question de la chaîne des chaînes de valeur qu'on a commencé à évoquer. Merci Jean-Paul. Donc c'est toujours difficile d'approfondir après Élie qui a dit déjà beaucoup de choses justes. Je vais peut-être partir d'un point peut-être un tout petit peu différent, qui est cette question de souveraineté, d'interdépendance stratégique, ou d'indépendance stratégique justement. Est-ce que c'est nouveau? En réalité, non. C'est quelque chose, l'indépendance stratégique qu'on a voulu depuis très longtemps en France en matière de défense, qu'on a souhaité avec des succès divers en matière de renseignement, qu'on a souhaité en matière d'alimentation. C'est comme ça qu'on a créé la politique agricole commune à la fin des années 50. Et aujourd'hui, donc, se pose la question de la santé. Alors, pourquoi? Alors, bien sûr, on en redira un mot. Il y a la question de la gestion de la pandémie et donc des besoins qui se sont fait ressentir à cette occasion. Très rapidement, le débat, vous l'avez rappelé Jean-Paul, a débordé sur la question de la mondialisation. Au fond, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation? Et puis, il y a une question très spécifique à la question de la pharmacie, des matériels médicaux, mais plus particulièrement de la pharmacie, qui a déjà été abordée par Élie, sur laquelle je voudrais redire un mot. Donc, Élie a dit que le problème, enfin, un des sujets essentiels, c'était le prix des médicaments, du fait donc de la politique de tarification de la sécurité sociale. Il y a un autre sujet que Élie connaît bien, c'est de quelle innovation parle-t-on? Pendant très longtemps, la pharmacie, ça a été une industrie où on faisait des innovations incrémentales, c'est-à-dire c'était comme dans l'industrie automobile, au fond, ou comme dans l'industrie aéronautique. On était bon aujourd'hui dans la pharmacie parce qu'on était bon hier, et le fait d'être bon aujourd'hui garantissait le fait d'être bon demain. Et donc la France a vécu très longtemps là-dessus. Et arrivé le virage des biotech, et là, on n'est plus du tout dans l'innovation incrémentale, on est dans quelque chose de beaucoup plus schumpeterien, une innovation beaucoup plus radicale, une innovation de rupture. Et la France, et dans une moindre mesure l'Europe, mais il y a des pays en Europe qui étaient peut-être plus adaptés, on l'a vu pour l'Allemagne, la France n'a probablement pas l'écosystème qui permet aux industries de rupture de se développer. On a l'habitude de dire qu'on a les meilleurs mathématiciens du monde, mais Google n'est pas français. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui pourraient être trouvés. On a eu d'autres exemples de prix Nobel cette année qui nous rappelaient que d'excellents cerveaux français pouvaient exceller à l'étranger. De la même façon d'ailleurs que les entreprises françaises prospèrent à l'étranger, ça a été rappelé par Élie. Alors, cette question de souveraineté qu'on évoque à propos de la santé est une question beaucoup plus générale, ça a été dit. Bien sûr, la comparaison entre la France et l'Allemagne est une sorte de comparaison extrême qui a été faite par Élie, parce que si vous prenez le premier de la classe
Et si vous comparez l'un des derniers de la classe au premier de la classe, évidemment, le gap est très grand. On aurait pu éventuellement comparer la France à d'autres pays européens pour être plus charitable. Alors, quoi qu'il en soit, puisque Jean-Paul m'interroge sur la question des chaînes de valeur mondiale, je voudrais en dire un mot maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1990-2000, on a eu un fractionnement des chaînes de valeur, c'est-à-dire les produits et même certains services étaient fabriqués en tronçons dans différents pays. Et le meilleur exemple de tout ça, c'est le téléphone que chacun a dans sa poche, qui a été conçu en Californie et qui est assemblé en Chine. Et si vous le faites tomber par terre, vous regardez le made in des composants et vous allez voir que le gyroscope est français, vous allez voir que la batterie est japonaise, que l'écran est coréen, etc., etc. Et donc, ça, c'est l'idée que vous avez des grandes entreprises multinationales qui se sont développées, qui ont fort bien réussi, et Apple, bien sûr, est l'exemple, l'archétype de ceci, qui ont fort bien réussi en concevant des bouquets de produits et services, en créant la technologie qui va avec, en développant cette technologie et en ne fabriquant rien, en fait. Et si vous regardez aux États-Unis comment Apple est classé en tant qu'entreprise, Apple est classé comme entreprise de commerce de gros. Donc, ce n'est pas du tout une entreprise industrielle comme on pourrait le penser. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis une factory less good producer. Donc, c'est donc une entreprise qui fabrique des produits industriels sans avoir d'usine. Et donc, quand vous regardez ce que c'est que ces entreprises qui sont classées dans le commerce de gros aux États-Unis, qui conçoivent des produits, qui supportent le risque économique, mais qui contrôlent toute la chaîne de valeur internationale, eh bien, ces entreprises représentent 1 million d'emplois aux États-Unis. Il y a 1 million d'emplois qui sont dans le commerce de gros, qui ne sont pas du tout du commerce de gros, qui sont des entreprises comme Apple et qui sont des entreprises qui conçoivent les produits, qui contrôlent la chaîne de valeur, qui gèrent cette diversité, qui assurent la prévente et qui vendent des bouquets de biens et de services. Donc, c'est cette grande réussite qui représente 1 million d'emplois aux États-Unis. Donc, ça, c'est la réussite du fractionnement des chaînes de valeur. Alors, ça a entraîné des gains de pouvoir d'achat importants pour les consommateurs. Cette mondialisation, il y a différentes études qui ont été réalisées. Je ne rentre pas dans les détails, nous n'avons pas le temps. Mais le consensus qui s'est fait autour de ces études, c'est que si vous prenez la France, le gain en termes de pouvoir d'achat représente quelque chose comme 1 000 € par ménage et par an. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est un gain de pouvoir d'achat qui a eu des conséquences par ailleurs, des conséquences sociales. Pour certains, l'usine a fermé et vous étiez employé dans l'usine, donc c'est très malheureux, mais le gain de pouvoir d'achat est celui-ci en moyenne. Alors, le point, c'est que ces chaînes de valeur mondiales, elles ont commencé à avoir des difficultés en réalité bien avant le Covid. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment expliqué au grand public. On était déjà en train d'assister à un raccourcissement des chaînes de valeur. Et la raison en est que quand vous avez une chaîne de valeur qui est très découpée, c'est une longue chaîne avec beaucoup de maillons. Et comme toute chaîne, évidemment, c'est le maillon le plus faible qui conditionne la robustesse de cette chaîne. Et ça a été prouvé à l'occasion d'événements extrêmes qui se sont produits sur des maillons plus faibles. Fukushima a été le premier exemple qui a vraiment fait comprendre aux industriels qu'ils étaient allés peut-être trop loin dans le fractionnement des chaînes de valeur. Et les inondations en Thaïlande, la même année, ont renforcé ce sentiment. Et donc, au moment de la crise financière globale, évidemment, le commerce s'est écroulé, comme chacun le sait, et les chaînes de valeur ont reculé également. Et en réalité, les chaînes de valeur n'ont jamais retrouvé le niveau de développement depuis qu'elles avaient en 2007. Et donc, on est aujourd'hui à un niveau de fractionnement des chaînes de valeur au niveau international, c'est très largement documenté, qui est inférieur à ce qu'il était en 2007. Donc l'idée selon laquelle les entreprises commenceraient aujourd'hui à se réorganiser à cause de la pandémie en modifiant l'organisation de leur chaîne de valeur, en raccourcissant les chaînes de valeur, c'est-à-dire en les re-régionalisant, est une idée erronée. Ça a déjà commencé et il y a beaucoup d'autres industries que l'industrie de la santé qui se sont trouvées confrontées aux difficultés dont on parle. La première, ça a été l'industrie automobile avec un constructeur français qui s'est trouvé en panne de boulons et l'industrie électronique a été aussi très concernée par des questions de difficulté à se procurer des composants au moment des inondations en Thaïlande. Alors la relocalisation est-elle la solution ?
La relocalisation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Je pense que le terme de régionalisation est important parce que ça ne voudra pas dire forcément relocalisation en France. Les industriels relocalisent en Pologne, les industriels relocalisent au Maroc, je parle des industriels français, les industriels relocalisent éventuellement en Espagne et au Portugal, pas toujours en France. Donc la relocalisation, elle se fait sur une base régionale, le terme régional étant finalement assez grand. Alors, que se passe-t-il en matière de relocalisation pour les produits de santé? Est-ce qu'on a vraiment été surpris par ce qui est arrivé? En réalité, les alertes n'avaient pas manqué. Tous les experts avaient dit que les pandémies étaient quelque chose de possible, que les pandémies étaient quelque chose qui arrivait, qu'il y en avait eu plusieurs, qu'il y en aurait d'autres et qu'il fallait s'y préparer. Donc là, il y a une dimension sur les politiques publiques, sur l'absence de stockage, notamment des produits, sur l'insuffisance des investissements, qui n'a pas entendu, d'une part, bien sûr, les rapports des experts, mais les rapports des experts sont là pour ne pas être lus. Il y a eu, enfin les miens font partie de cela en tout cas, il y a eu donc le SRAS il y a 17 ans, il y a eu la grippe H1N1 il y a 10 ans, il y a eu Ebola il y a 5 ans. Donc tous ces avertissements nous disant qu'avec la mondialisation, la circulation des personnes, des produits, etc., une pandémie était possible, aucune de ces alertes n'a été entendue. Et on a donc aujourd'hui ce consensus politique pour dire que tout ça, c'est évidemment la faute aux délocalisations. Alors, les relocalisations vont-elles se produire? Si on laisse jouer les forces du marché, ça ne va pas bien marcher. C'est très, très incertain. Parce que si le marché a poussé dans une direction, si vous laissez jouer les forces du marché, évidemment, il est assez peu probable que cette direction change drastiquement, même si je l'ai déjà dit, les entreprises ont commencé bien avant la pandémie à se réorganiser à partir de chaînes de valeur beaucoup plus courtes. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'avec la crise sanitaire et la crise économique actuelle, il va y avoir un renforcement de la concurrence dans l'industrie. Il va y avoir, même si on ne le voit pas encore, des faillites. Et il va y avoir donc une pression à réduire les coûts. Et réduire les coûts, ça ne veut pas forcément dire relocaliser. Il va y avoir aussi quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est le développement du télétravail. Ce que nous faisons aujourd'hui en est une forme. Et on s'est aperçu qu'on pouvait finalement télétravailler. Et c'est une épée de Damoclès très, très importante qui pèse sur les services. La France est un pays qui est très fort dans les services. Il y avait beaucoup de services qui n'étaient pas délocalisés pour des raisons notamment technologiques et qui pourraient le devenir. Donc on pourrait avoir une nouvelle vague de délocalisation, cette fois-ci pas dans l'industrie, mais dans les services. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un deuxième point qui est très important, dont on ne parle pas assez, c'est que la France, c'est aussi un pays d'accueil des investissements directs étrangers. Et donc, ce qu'on appelle, nous, délocalisation quand les entreprises françaises s'implantent à l'étranger, je ne sais pas comment il faut l'appeler quand des entreprises étrangères s'implantent en France. Or, il y a aujourd'hui 1,6 million salariés français qui travaillent dans 15 000 filiales d'entreprises étrangères implantées en France. 1,6 million d'emplois salariés en France dans des filiales d'entreprises étrangères. Et donc, si tous les pays ensemble se disent qu'ils vont relocaliser, nous, on va rapatrier éventuellement quelques emplois français, entre guillemets, dans des entreprises françaises localisées à l'étranger, mais les entreprises étrangères vont commencer à quitter la France pour relocaliser dans leur pays d'origine les emplois de façon symétrique. Alors, on a un exemple malheureux qui fait la une des journaux en ce moment, c'est l'exemple de Bridgestone à Béthune. C'est un investisseur japonais, ne l'oublions pas. Il y avait là 840 emplois et le gouvernement a proposé des subventions pour supprimer quelques 500 emplois et cet investisseur japonais a dit que non, finalement, de toute façon, il s'en allait. Donc des choses comme ça peuvent se reproduire si le sentiment général des industriels, c'est qu'il faut relocaliser, qu'il faut raccourcir les chaînes de valeur, eh bien, il y a des entreprises étrangères aujourd'hui installées en France qui vont s'en aller. J'en ai donné un exemple, mais il y en a éventuellement d'autres. Alors maintenant, ça, c'est si on ne fait rien. Et si on s'éloigne des lois du marché, est-ce qu'on peut essayer d'éviter que tout cela arrive? Est-ce qu'on peut finalement faire en sorte quand même de rapatrier des activités en France? Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'introduire ce que les économistes appellent une distorsion sur les prix, c'est-à-dire faire jouer la concurrence un peu moins fortement. Et c'est ce qu'on peut faire avec les marchés publics préférentiels. On peut mettre des marges pour dire que si c'est 20% plus cher, bah finalement, ce n'est pas très grave et on achète
des produits européens, pas français mais européens. Et on peut aussi avoir une distorsion du côté des coûts. Et la distorsion du côté des coûts, c'est faire une subvention, donner des subventions aux entreprises pour qu'elles investissent plutôt en France plutôt qu'à l'étranger. Donc il faut à la fin changer le calcul économique des entreprises. Donc juste, Jean-Paul en parlait, je crois, tout à l'heure, Bercy a annoncé aujourd'hui qu'il y avait 680 millions d'euros d'investissement dans des secteurs dits d'avenir et de souveraineté. Donc on est en plein dans le sujet, c'est la santé, c'est l'agroalimentaire, l'électronique, les matières premières et la 5G. Et donc ça va avec une subvention de 720 millions de l'État étalée sur 3 ans. Et cette année, donc l'État aura donné 140 millions de subventions pour 680 millions d'investissements et pour 1800 emplois. Et donc, moi, comme je suis économiste, j'ai tendance à regarder l'équation qui va avec. Donc, l'équation des relocalisations, c'est un taux de subvention de 20%, 2, un coût par emploi de 78 000 euros. Et si maintenant je regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans en France, qui est le reflet de ce que disait Elie tout à l'heure, à savoir la désindustrialisation, en France, on a supprimé depuis 10 ans 53 000 emplois par an. Donc, si je fais 53 000 emplois fois 78 000 euros pour juste avoir donc un étiage dans cette délocalisation, il faut juste dépenser 5 fois 8, 40, 4 milliards d'euros par an. Alors, 4 milliards d'euros par an pour arrêter la désindustrialisation, finalement, c'est peut-être pas très cher. Le problème, c'est que quand je fais ce calcul, je ne tiens pas compte du fait que le coût va être croissant, ça va être 4 milliards, plus 5 milliards, plus 6 milliards, etc. La raison toute simple, c'est qu'on va commencer par relocaliser ce qui est le plus facile à relocaliser, et ça va devenir de plus en plus coûteux. Et la deuxième raison, c'est que le calcul que j'ai fait tout à l'heure ne tient pas, bien sûr, compte des effets d'aubaine, c'est-à-dire il y a peut-être certains des investissements qui sont annoncés, qui auraient peut-être été réalisés quand même, et qui, au fond, ont bénéficié de cette subvention, puisque subvention il y avait, et ça c'est très difficile, évidemment, à discriminer pour le gouvernement. Donc en guise de conclusion, je pense que ce qui est important, bien sûr, c'est de revoir les politiques de santé, notamment cette question du stockage, s'assurer quand même qu'on a accès à des fournisseurs étrangers. Hein. Il faut bien comprendre que les stocks de masques que nous avons les uns et les autres dans nos bureaux sont des masques chinois en réalité. Enfin, ceux que j'ai dans mon bureau, que m'a donné mon employeur, sont des masques chinois. Et donc, c'était quand même bien que les Chinois soient là à la fin. Il faut investir plus dans les systèmes de santé, leur personnel. Ça nous a été rappelé par l'OCDE hier, je crois. Et puis, si on se projette un peu plus à long terme et qu'on revient sur le point qui a été évoqué par Elie sur l'industrie pharmaceutique, je crois qu'il y a un sujet qui est très très important qui n'a pas été encore abordé et ça va peut-être venir dans cette table ronde, c'est la question de la propriété intellectuelle autour de ces vaccins, autour de l'innovation. Et donc, si on veut créer l'écosystème des technologies de rupture en France, des technologies plus schumpeteriennes en France, eh bien, ça sera très bien, ça sera bénéfique pas juste à l'industrie pharmaceutique, mais à beaucoup d'autres industries pharmaceutiques. Et donc ça, c'est beaucoup plus important que de fabriquer des masques en tissu en France. Il faut recréer donc un écosystème favorable aux technologies de rupture. Merci. Merci beaucoup. Et puisque vous mentionnez des éléments d'actualité, le rapport EY sur l'attractivité mentionne que son dernier indicateur est plutôt défavorable à la France, qui avait été au top de ce palmarès l'année précédente et qui a perdu 2 places cette année en ce qui concerne les investissements étrangers en France. Alors, après Elie Cohen, qui nous a dit qu'on a été quand même globalement très nul en France, vous, Lionel Fontanier, qui avez pointé le fait que l'Europe, c'était pas terrible non plus, en tout cas, on a raté pas mal de virages technologiques. Je laisse la parole à Sarah Guillou pour voir s'il y a quand même une note d'espoir. Bonjour à tous et merci pour ces premiers échanges. Je vais essayer d'être porteuse d'espoir. De fait, ce qu'a réussi l'Europe, c'est probablement de faire de l'Union européenne un bloc commercial et sans doute grâce aux chaînes de valeur mondiale ou à cause d'elles, l'Europe est indéniablement un bloc commercial incontournable dans la globalisation.
Mais moi, je vais m'intéresser à la question de savoir si c'est un bloc industriel, puisque ce qui nous préoccupe, c'est de savoir si c'est la question de la souveraineté industrielle européenne. Donc, est-ce que c'est un bloc industriel? Et le problème, c'est qu'elle est moins un bloc industriel qu'un bloc commercial. Alors, pourquoi? Évidemment, historiquement, tout laissait à penser que ça deviendrait un bloc industriel parce que, évidemment, l'Europe, c'est le cœur, le berceau de la révolution industrielle et tous nos États membres plongent l'essence de leur spécialisation dans ce passé historique qui démarre avec la machine à vapeur et tout progrès technique qui s'en est suivi pour elle. Et donc, de ce passé, en fait, certainement, peut se comprendre aujourd'hui la spécialisation européenne qui est basée sur des vieilles industries. Et l'Europe est une puissance industrielle encore dans des industries majeures, que ce soit l'acier, les énergies, la fabrication des moyens de transport. On a des leaders mondiaux dans le transport ferroviaire, le transport, l'aéronautique, les chantiers navals et aussi tout. Et a été la première à développer l'agriculture intensive. Elle a une position encore dominante dans l'agriculture et l'agroalimentaire, et aussi, et c'est le passé industriel qui veut ça, dans la chimie et la pharmacie. Et donc cet ancrage dans cette histoire fait de l'Europe finalement une puissance industrielle. Mais qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui? Alors on s'attarde sur le fait que cette puissance industrielle et qui détermine sa souveraineté industrielle est menacée et qu'elle est en tout cas fortement contestée. Et peut-être on reviendra là-dessus avec les deux grands compétiteurs que sont la Chine et les États-Unis. Mais en fait, ce que je voudrais m'attarder dans ce propos liminaire sur le fait que la primauté de la fragilité de la souveraineté industrielle européenne revient en fait à l'idée au fait que cette puissance industrielle est extrêmement concentrée. Alors d'abord au niveau économique et technologique, il y a une concentration de la richesse dans les 5 pays les plus riches. Les 5 pays les plus riches, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et, allez, incluons le Royaume-Uni, ça représente 67% du PIB de l'Union européenne. Et alors, si on enlève le Royaume-Uni, ça fait 57%. Donc, allez, 60%, c'est les 5 pays les plus riches. Évidemment, c'est très corrélé avec la taille de ces pays, avec leur population. Mais après, si on s'attarde même sur la nature technologique de cette production, en s'interrogeant sur, effectivement, est-ce que ces pays concentrent aussi la technologie, la production la plus moderne, de fait, c'est aussi le cas, c'est-à-dire que si on regarde par exemple les dépenses en recherche et développement, elles se concentrent dans les 3 vieilles puissances industrielles que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Donc, concentration de la richesse économique, concentration de la technologie et quid de l'industrie? Alors, a-t-on cette même concentration? Alors, sur le plan industriel, il faut admettre qu'il y a une tendance commune que tous les pays riches et moins riches connaissent, c'est le recul de l'industrie au détriment, enfin, au profit des services plutôt, au profit des services. Et ce recul de l'industrie, il a démarré dans les années 70 et tous les pays l'ont connu, même l'Allemagne et même la Chine connaîtra cette transition industrielle qui fait que le service a une part plus importante dans la création de valeur et dans l'emploi. Et cette transition industrielle, finalement, elle s'est aussi accompagnée d'une montée du contenu technologique de l'industrie et donc d'une diminution du contenu en emploi de l'industrie, ce qui n'est pas négligeable quand on se place dans la perspective de la réindustrialisation. Donc, cette transition industrielle, elle atteint tout le monde. Mais évidemment, elle conduit il y a des divergences. Il y a une variance dans le rythme de la transition industrielle et l'ampleur de la désindustrialisation. Et en Europe, on a une variance dans la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, avec des pays qui ont une part importante, qui frôlent les 30% et d'autres beaucoup moins, et c'est notamment le cas pour les petits pays. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les pays les plus riches, et on va aller de 25%, 25-26% pour l'Allemagne à 10% pour le Royaume-Uni et la France. Et donc, une variance dans la part de l'industrie
indépendamment de cette commande commune qui veut que les services prennent une part plus importante. Donc, concentration aussi industrielle en Europe, mais concentration extrême sur un pays qui est l'Allemagne. Et effectivement, l'Allemagne, c'est la puissance économique de l'Europe, mais c'est aussi la puissance industrielle avec 26%. Ça en fait une puissance commerciale aussi majeure en Europe et ça en fait aussi le pays qui investit le plus en recherche et développement et qui dépose le plus de brevets. Donc, une puissance technologique et qui est liée à sa puissance industrielle, en effet. Alors, évidemment, on a été témoin de cette puissance industrielle à l'occasion de la gestion de la crise de la pandémie et ça risque de durer. On a bien vu que les Allemands étaient bien mieux positionnés que d'autres dans la production de ces produits et équipements de protection médicale, qu'il s'agisse des machines qui sont utilisées pour les soins, donc les ventilateurs, ou les machines qui sont utilisées pour produire ce textile très important pour la production chinoise des masques chirurgicaux. C'est les Allemands qui produisent ces machines, mais les Allemands produisent aussi la science, puisqu'évidemment, on s'aperçoit qu'on réalise que le premier vaccin à être, en tout cas à être révélé comme efficace, est aussi le fait d'une entreprise allemande, d'une biotech allemande, donc BioNTech, en partenariat avec Pfizer. Et donc, c'est bien le témoignage de la puissance technologique allemande et cela risque de se poursuivre avec cette phase tant attendue du déploiement du vaccin, puisque les Allemands vont être très présents dans aussi tout ce qui concernera les flacons, les fioles et même les containers réfrigérants pour déployer ce vaccin, puisqu'ils ont des entreprises majeures dans ces technologies du verre et des containers réfrigérants. Et donc, on va encore voir leur puissance industrielle. Au passage, je voudrais noter que ces entreprises-là, qui sont des leaders mondiaux dans ces technologies et ces productions manufacturières, vont ouvrir des usines à l'étranger, en Chine et en Inde, pour pouvoir produire. Donc, il y a ces entreprises sont très importantes en Allemagne, ce sont des leaders mondiaux, mais ce sont des leaders mondiaux qui ouvrent aussi des chaînes de production à l'étranger. Ça ne veut pas dire que c'est le néant autour de l'Allemagne, parce qu'évidemment aussi les Italiens sont capables de produire des choses qui vont servir à l'emballage en verre ou en tout cas à tout ce qui est nécessaire pour produire le vaccin. Et même le journal Les Échos a révélé ce matin qu'une entreprise française sera productrice du vaccin de Pfizer BioNTech. Et donc, il n'y a pas le néant autour de l'Allemagne, mais il y a quand même une domination très, très forte des Allemands. Alors, donc, le problème de la souveraineté industrielle européenne, c'est le fait que cette puissance repose essentiellement sur l'Allemagne et que les autres membres, les pays riches, se sont spécialisés dans les services et ont abandonné, en tout cas, se sont désindustrialisés. Évidemment, on peut penser qu'il y a beaucoup de raisons à cette désindustrialisation, un contexte fiscalo-réglementaire, la globalisation aussi qui a interagi différemment avec les avantages comparatifs de ces pays, et puis peut-être aussi une culture d'entreprise qui est différente. Il y a de multiples raisons à cette désindustrialisation, mais le fait est que la souveraineté industrielle européenne repose sur un acteur majeur qui a une position technologique majeure dans le monde, mais c'est 1 sur 28. Et donc, ce 1 sur 28 pose problème à la souveraineté industrielle européenne aujourd'hui, et c'est peut-être là que le bas blesse. Alors, que faire? On a évidemment... on peut penser revigorer l'industrie résiduelle dans les autres pays, hein, rien n'est impossible. Je ne crois pas que les relocalisations soient la bonne stratégie, parce que vouloir avoir une stratégie qui revient sur le passé va toujours être entachée forcément d'anachronisme. Donc, il vaudrait mieux soit faire en sorte que ce qui est présent, parce qu'il y a aussi quelques forces industrielles résiduelles, 10% de la valeur ajoutée, c'est pas rien, et donc
en France, mais même dans d'autres pays, on peut encore évidemment faire de ces mini-forces industrielles des éléments de la souveraineté industrielle européenne. Donc, il y a des politiques à mener probablement pour continuer à faire vivre cette industrie, mais ne perdons pas de vue que la souveraineté industrielle européenne repose sur un seul acteur majeur, il en est, mais c'est ce qui explique aussi les statistiques qu'on peut avoir au niveau européen. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Jean Pisani-Ferry, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez commencer à poser des questions par SMS au 07 81 00 85 05. Je commence d'ailleurs à en recevoir quelques-unes et je les poserai dans un deuxième temps. À vous, Jean Pisani-Ferry. Merci. Donc, je prends la suite. Beaucoup a été dit. Je voudrais peut-être revenir sur les questions qu'on se pose. Je crois qu'il y a deux questions et je rajouterai une troisième. La première question, c'est celle de la capacité d'approvisionnement en matériaux, produits critiques en situation de stress international. Et ça, je crois qu'on a tous appris quelque chose, c'est que l'idée naïve selon laquelle le marché mondial est à tout moment en état de nous fournir tout ce dont on a besoin ne résiste pas à des situations de stress. Alors, on a eu un stress sanitaire, on peut avoir un stress géopolitique, on peut avoir un stress financier. La confiance que nous avions dans le fait que, au fond, ces problèmes n'existaient pas parce que le marché mondial allait toujours et partout pourvoir à nos besoins, ce n'est évidemment pas vrai quand le monde entier a besoin de la même chose au même moment et que les besoins excèdent, du fait que de cette circonstance, de très loin les capacités de production. Alors à ce moment-là, ceux qui n'ont pas de capacité de production se trouvent pénalisés et nous n'avons pas été les premiers pénalisés. Vous pensez quand même à la situation de tous les pays en développement qui n'ont absolument aucune industrie pharmaceutique, aucune industrie des matériaux médicaux et auxquels nous avons imposé des restrictions à l'exportation. Dans la phase aiguë de la crise, l'Europe a passé des restrictions à l'exportation, ce qui veut dire que dans les hôpitaux d'un certain nombre de pays en développement, la situation était encore bien pire que ce qu'on peut avoir connu. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème dont on parle, c'est le problème de notre capacité industrielle propre, de notre capacité à avoir un système industriel qui fonctionne bien, qui se développe, qui se porte sur les technologies d'avenir, sur les modèles d'innovation d'avenir, qui donc est une force d'entraînement. Et ce qui a été bien diagnostiqué, je pense, par vous trois, c'est le fait que là-dessus, on se pose des questions très fortes sur la France. Le sentiment, et pas simplement le sentiment, les indicateurs montrent un décrochage français sur tout un ensemble de secteurs et tout un ensemble d'indicateurs. Donc cette question-là, sur laquelle je vais revenir, ce n'est pas du tout la même que la première. Et la difficulté dans le débat public qu'on a, c'est qu'on a tendance à dire que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. On peut avoir un système industriel qui est un système industriel fort, dynamique, et en même temps être très spécialisé et du coup être très dépendant pour ses approvisionnements. L'Allemagne a eu le même problème de masques et de problèmes de respirateurs que nous. L'Allemagne a eu une épidémie qui était beaucoup moins grave pour des raisons qui sont assez anecdotiques, qui sont que l'épidémie elle est arrivée plutôt par l'Italie, l'Espagne, la France. L'Allemagne n'a pas été atteinte au printemps de manière grave et donc ils n'ont jamais eu à faire face aux problèmes aussi aigus que celui que nous avons connu. Mais il n'empêche que l'Allemagne, tout le ministre de la Santé allemand, il se promenait partout en essayant de se procurer des masques et il faisait face exactement au même type de polémique que son homologue français. Donc on voit bien qu'il n'y a pas coïncidence entre la force industrielle et la question de la capacité d'approvisionnement en situation de stress.
Alors, j'ajoute mon troisième problème avant de revenir à la situation française particulière. Mon troisième problème, c'est aussi quelque chose qu'on appelle souveraineté économique ou souveraineté industrielle. C'est la capacité de faire face à des menées hostiles. Et ça, on y a été confronté ces derniers temps de manière importante, avec à la fois des investissements, qui étaient des investissements, disons, des prises de contrôle, qui ne répondaient pas nécessairement à des objectifs strictement économiques, mais qui pouvaient répondre à des objectifs qui étaient des objectifs politiques de maîtrise de certaines technologies et donc d'acquisition des entreprises qui portaient ces technologies. L'Allemagne a été traumatisée par l'affaire KUKA, qui était une entreprise allemande qui devait être prise par un investisseur chinois, et la question de savoir est-ce que cet investissement chinois était un investissement simplement qui répondait à une logique économique, ou bien est-ce que c'était la volonté de prendre le contrôle d'entreprises clés, a suscité un vrai traumatisme en Allemagne. Ça, c'est ce côté investissement. On a eu aussi, par exemple du côté de la Chine, on a eu la constitution de clientèle en Europe, à travers le fait que les Chinois ont opportunément investi dans des pays d'Europe du Sud, le port du Pirée, au Portugal, au moment où l'Europe était, où ces pays étaient en grande difficulté et où les autres pays européens ne leur apportaient pas beaucoup de soutien, en tout cas en termes d'investissement direct. Voilà, donc on a des phénomènes de ce type, donc avec la perception tout à coup de la part de l'Europe que l'environnement international n'est pas simplement un environnement de marché, de concurrence, de flux internationaux, mais aussi un environnement qui est marqué par des stratégies de la part d'un certain nombre d'acteurs. Je dois rajouter immédiatement le traumatisme qu'a représenté la décision américaine sur l'Iran, d'utiliser à plein, ce qui n'était pas complètement une nouveauté, puisqu'on avait vu ça dans d'autres circonstances, mais d'utiliser à plein la puissance du système financier américain, la centralité du dollar, pour forcer l'Europe à appliquer les sanctions américaines sur l'Iran, décider de manière unilatérale et décider alors après que les États-Unis se soient retirés d'un traité avec l'Iran, qui était, dans les grands pays européens, était partie prenante. Donc là aussi, l'utilisation des instruments de la puissance économique et de la puissance financière à des fins géopolitiques. Donc la question de la souveraineté, elle revient aussi là-dessus. C'est une question, là encore, très différente des deux premières. C'est la question de savoir comment on répond dans une situation où nos partenaires ne sont pas simplement des partenaires économiques qui jouent le jeu traditionnel de la concurrence, mais des gens qui veulent nous imposer d'une manière ou d'une autre leur vue. Donc je pense qu'on a intérêt à distinguer ces trois problèmes, et à mon avis, ils n'appellent pas le même type de solution. Comme l'a dit Elie tout à l'heure, la capacité d'approvisionnement en situation de stress, c'est une combinaison de politique de stock, de politique de diversification, de politique de production. Ça se gère à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Je pense qu'il vaut mieux que ça se gère à l'échelle européenne. Et donc, ça appelle simplement des simulations pour savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une situation critique. On a l'habitude de le faire en matière énergétique, il faut qu'on le fasse sur une gamme plus étendue. La question de la capacité industrielle propre, c'est la question de savoir qu'est-ce qui explique cette désindustrialisation qu'on connaît en France, qu'on connaisse un certain nombre de pays européens. Et je crois que Sarah Guilleux a eu raison de souligner que ce n'était pas simplement la France. Donc encore une fois, je vais y revenir et je conclurai là-dessus. Et puis la capacité de faire face à des menées hostiles, ça appelle des instruments propres. Par exemple, c'est la question du contrôle des investissements. Est-ce qu'on peut s'opposer à des investissements? Ça, par exemple, c'est la question de savoir est-ce qu'on a des instruments pour mener des politiques de riposte lorsque on fait face à des sanctions. Est-ce qu'il faut être capable de mettre en place des contre-sanctions? Donc, ce n'est pas du tout le même genre de problématique que les précédentes. Alors, pour finir sur la situation française, parce que je pense que ça fait partie aussi, ça fait partie fortement de nos interrogations. Le paradoxe de la France, c'est qu'on a des très grandes entreprises. Nous ne sommes pas un des pays les moins dotés en grandes entreprises, des entreprises qui, pour un certain nombre, sont des grands succès internationaux.
Et comme l'avait montré le Conseil d'analyse économique, et comme l'a rappelé Lionel Fontanier en parlant des investisseurs étrangers en France, en termes de sites, on peut être aussi relativement attractif. Mais qu'il y a le paradoxe que les entreprises françaises ont tendance à assez peu investir en France, en tout cas les grandes entreprises françaises. C'était bien montré sur le cas de l'industrie automobile par le Conseil d'analyse économique, qui montrait qu'en fait, les sites automobiles des constructeurs étrangers en France se portaient pas mal, les entreprises françaises ne se portaient pas mal. Ce qui se portait très mal, c'était les sites français des constructeurs français. Donc cette situation qui conduit un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises à capitaux français, à privilégier l'investissement extérieur et ce qu'on a vu, c'est-à-dire cette perte de substance du tissu industriel, sans nécessairement des fermetures, parce que les fermetures c'est traumatisant, mais enfin tout ce qui faisait la vitalité du tissu industriel qui s'est défait peu à peu, et tout à coup pour constater qu'au fond il n'y avait plus la capacité. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Je ne suis pas sûr que ce soit des subventions à la relocalisation. Moi, mon premier candidat, ça va être de réfléchir sur la raison qui conduit à ce problème persistant de compétitivité. Ça a marqué le quinquennat précédent. Et le problème, à l'évidence, n'est pas résolu. Et donc, on a, sans exclure des politiques beaucoup plus volontaristes, de la citation à la relocalisation, on a quand même d'abord le diagnostic sur l'écosystème. Qu'est-ce qui fait que les entreprises pharmaceutiques ont sorti, au fond, leurs recherches, sont allées ailleurs? Qu'est-ce qui fait que de nouvelles entreprises ne se sont pas créées? Donc, on va retrouver la combinaison des compétences, des coûts, des politiques de prix, du marché financier, de l'ensemble de ces facteurs qui font qu'il n'y a pas la vitalité qui nous fait défaut. Et je pense que c'est beaucoup là-dessus qu'il faut travailler. Encore une fois, c'est pas un constat neuf, ça fait des années qu'on se pose cette question et qu'on voit que les technologies de rupture se développent peu en France, qu'on est assis sur des avantages comparatifs plus traditionnels et qu'on a du mal à renouer avec une vieille tradition de l'innovation de rupture dans ce pays. Dernier mot sur l'Europe, puisqu'il y a la même question sur l'Europe prise dans son ensemble. Alors, je pense que Sarah avait absolument raison de dire qu'on a une Europe qui a des difficultés, mais qui a quand même un cœur industriel qui est puissant. Le problème, c'est que l'agglomération se fait de plus en plus en Allemagne et dans quelques pays d'Europe du Nord. Le reste de l'Europe a tendance à se vider. Et même si c'est un modèle qui est efficace à l'échelle d'un continent, évidemment, il n'est soutenable que dans des conditions qui ne sont pas du tout réunies en Europe, c'est-à-dire des conditions de mobilité de la main-d'œuvre, des conditions de transferts fiscaux, ce qui font, et même d'ailleurs aux États-Unis où on a tout ça, on voit bien que les vidages de certains nombre de régions industrielles traditionnelles, ça provoque des traumatismes puissants. Donc là, on a un gros sujet européen, à la fois sur les finalités et à la fois sur les modalités par lesquelles on peut aboutir à un certain rééquilibrage. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'antagonisme très fort entre chacun d'entre vous, donc je vais peut-être. Alors, j'ai déjà reçu quelques questions, je vais vous les poser, mais il y en a une qui me vient à l'esprit parce que c'est aussi dans l'intitulé de cette conférence, la souveraineté industrielle européenne, à quel prix? Ma question est la suivante, c'est est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus cher des produits pour justement avoir la sécurité de les avoir plus proches de nous dans la production et dans l'approvisionnement? Qui veut répondre à cette question? Moi, je veux bien consommateurs, Élie? Je veux bien commencer à répondre, mais je crois que justement, ce que viennent de montrer nos exposés respectifs, c'est que ce n'est pas tellement une question de prix de produits existants et en arbitrant entre un produit français et un produit importé,
de Chine ou d'ailleurs, je crois que tout ce que nos discussions ont montré de particulièrement enrichissant, notamment dans le cas de la pharmacie, c'est, je dirais, plutôt l'absence de concurrence par absence d'offres françaises. L'exemple de la pharmacie, l'exemple des vaccins en particulier, je suis très impressionné de constater qu'il n'y a aujourd'hui aucun vaccin français qui soit sur le point de déboucher sur le marché, disons à horizon de 3 mois. Le vaccin Sanofi, on nous l'annonce au mieux pour la fin du premier semestre 2021. Comment se fait-il que l'Institut Pasteur, qui était le leader mondial des vaccins, soit devenu le dernier de la classe en matière de vaccinologie dans le cas du Covid? Comment se fait-il que ce soit une start-up allemande ou bien des start-up américaines qui mènent la course? Et comment se fait-il surtout? Avec un Français à sa tête quand même. C'est ce que j'allais dire. Quand on sait que Moderna français a été créé par Jean-Pierre Bancel, qui était chez Mérieux, qui développait des applications chez Mérieux, qui n'a pas pu poursuivre sa voie dans le mRNA chez Mérieux et qui a dû prendre sa petite valise pour aller à Cambridge aux États-Unis, créer sa boîte et lever en quelques années 5 milliards de dollars pour financer ses développements, chose qui était tout à fait inenvisageable en France. Donc là, c'est intéressant quand même. Ça touche à plusieurs des points qui ont été avancés. Un, l'échec de la tradition pastorienne, qui était comme ça a été dit par Lionel, qui était une entreprise qui, par accumulation, par innovation successive, raffinait sa compétence en matière de vaccins à base chimique et qui n'a pas pris du tout le tournant quand les vaccins sont devenus une affaire de manipulation génétique. Deux, le fait que même quand en France, il y avait des potentialités de ce type, elles n'ont pas pu trouver dans le cadre des entreprises françaises, et pourtant, Mérieux, Sanofi, ce n'est pas rien, ils n'ont pas trouvé les financements nécessaires et ils ont dû partir aux États-Unis. Et puis trois, le fait que maintenant, nous sommes obligés d'aller acheter ces vaccins, et pour le coup, ça va coûter terriblement cher, puisqu'il n'y a pas de vaccin français qui soit actuellement dans les starting blocks. Donc, je crois que quand on parle de prix ou de coût, il faut d'abord envisager ce qui est le prix ou le coût de la non-innovation et du non-développement de produits dont on a rudement besoin sur le territoire national. Après, on peut parler des prix à payer, notamment dans les spécialités pharmaceutiques, et il ne faut pas oublier qu'on a en France un acheteur unique particulièrement puissant et dont les effets de la puissance, comme on l'a vu, peuvent être des effets mêlés, c'est la sécurité sociale qui, à la fois, est un immense financeur de médicaments et qui, en même temps, par sa logique de compression des coûts, peut justement brider l'innovation. Sur ce sujet, quelqu'un veut réagir? Jean? Un mot, oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Élie, mais je voulais reprendre la question de savoir combien ça coûte. Hein. Ce que Lionel Fontanier, qui avait publié un travail très intéressant là-dessus il y a quelques années, le disait, c'est la mondialisation, ça a contribué de manière substantielle à l'accroissement du pouvoir d'achat au cours des 20 dernières années. On a parallèlement à cette question, la question de la transition écologique. La question de la transition écologique, ça va nous coûter. Même si à terme c'est un autre type de développement, il y a des technologies qui vont émerger, qui ont commencé déjà à émerger, il y a toute une partie de notre capital en place qu'il va falloir mettre au rebut ou qu'il va falloir rénover. Ça va coûter quand même cher. Hein. Donc ça va être une ponction sur le pouvoir d'achat. L'affaire des Gilets jaunes, de ce point de vue-là, n'était pas anecdotique. Macroéconomiquement, c'est une ponction sensible sur le pouvoir d'achat. Hein, votre voiture, il va falloir la changer. Votre chaudière, il va falloir la changer. Il y a des produits carbonés que vous achetiez pas cher, il va falloir les remplacer par des produits non carbonés qui vont être un peu plus chers. Quand on met ces deux choses-là ensemble, et éventuellement, si on rajoute en plus le poids de l'endettement qu'on est en train d'accumuler et qui, le jour où les taux d'intérêt vont revenir à un niveau un peu plus normal, se fera sentir, on a une tension à venir sur le pouvoir d'achat dans un contexte de très faible gain de productivité qui va être très dur. Donc, il va falloir qu'on mesure nos priorités de manière assez ferme, hein, parce que sinon, on va multiplier les contraintes et on va se retrouver dans une situation où on va dire aux Français, mais écoutez, pendant 10 ans, là, il n'y a plus de gain de pouvoir d'achat. Je ne sais pas comment ils le prendront.
Très bien. Oui, Sarah? Si je peux ajouter quelque chose sur le fait que Sanofi ne sort pas de vaccin, ça nous dit deux choses au moins, hein, sans préjuger de ce qui va se passer par la suite. La première chose, c'est qu'effectivement, Sanofi parie sur un vaccin vieille technologie, on va dire, ce qui révèle bien aussi toutes les inerties qui peuvent exister chez les vieux industriels, on va dire, et parfois l'incapacité de l'Europe à parier sur des ruptures technologiques. Et ce que ça révèle aussi, c'est BioNTech, c'est effectivement une biotech allemande, donc européenne, qui a quand même levé des fonds via la Banque européenne d'investissement, mais aussi beaucoup de fonds américains. Donc elle s'est tournée vers le capital risque américain et elle fait alliance avec Pfizer. Donc avec non pas un partenaire européen, mais un partenaire américain. Donc ce que ça révèle aussi, c'est que même les entreprises allemandes recours au capital risque américain pour se financer et pas seulement aux outils européens. Donc ça montre qu'on a encore des efforts à faire dans l'intégration du marché européen et notamment l'intégration du marché des capitaux pour faire en sorte que le marché européen qui peut créer des économies d'échelle pour ces entreprises-là se rendent leurs investissements en R&D rentables, ce marché européen, il manque encore d'un degré d'intégration supplémentaire. Et je l'ajouterai que, bon, on ne sait pas si Sanofi ne va pas nous sortir un vaccin qui sera plus efficace et moins cher que les vaccins à nouvelle technologie. Donc, on a encore un doute et on ne peut pas condamner tout de suite la technologie pharmaceutique française qui reste quand même de très haut niveau. Oui, vous avez raison, tout ça est assez évolutif, donc on n'a pas encore la fin de l'histoire. Si Lionel Fontanier ne veut pas rajouter un mot, je pose tout de suite la première question qui me vient du public, à savoir concernant le Brexit, quel sera l'impact de ce Brexit dans l'autonomie européenne en matière de souveraineté industrielle? Est-ce que ça va être un pas positif ou négatif? Est-ce qui veut répondre à cette question? Je peux peut-être répondre puisque je n'ai pas dit un mot sur le premier jeu de questions, parce que j'étais d'accord avec ce qui s'est dit, donc je n'avais rien à rajouter. Très bien. Donc le Brexit, c'est tout d'abord une très mauvaise nouvelle. Hein. Ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de bon là-dedans se trompent. Le Brexit est très mauvais pour tout le monde. C'est très mauvais y compris sur ce sujet de la souveraineté industrielle. C'est très mauvais pour nos amis britanniques, c'est très mauvais sur le plan économique pour leurs voisins irlandais, que tous les calculs le montrent, et c'est très mauvais aussi pour les Européens, même si en raison de la taille respective de l'économie britannique par rapport à l'économie européenne, les effets sont dilués dans le cas des économies européennes continentales. Alors pour répondre plus complètement à votre question, qu'est-ce qui va se passer dans le cas du Brexit? En réalité, on ne sait pas exactement encore ce qui va sortir en termes d'accord ou pas. En tout état de cause, on va créer des frictions supplémentaires aux échanges entre les deux côtés de la Manche pour ce qui nous concerne. Et donc ça n'est pas très bon. Ça n'est pas très bon pour certaines industries anglaises comme l'industrie automobile qui va probablement souffrir beaucoup quand on va ajouter le Brexit au changement technologique qui a été évoqué par Jean vers la voiture électrique ou hybride. Donc il y a des chaînes de production anglaises qui vont souffrir. Mais si ça pose un problème d'indépendance stratégique, c'est plutôt évidemment par rapport aux aspects stratégiques au sens militaire du terme. Hein. Et donc là, l'idée qui est pour l'instant en place, c'est que rien ne change dans les relations stratégiques et dans la défense du continent européen, même s'il y a un Brexit, donc probablement, au moins dans un premier temps. En matière pharmaceutique, puisqu'on en a parlé, il n'a échappé à personne que les laboratoires anglais travaillaient beaucoup
pour le compte en fait des autres pays européens pour les questions d'évaluation, de certification des médicaments, etc. Et overnight, comme on dit, ils ont perdu tout le marché européen, ce qui est pour eux une catastrophe financière. Et donc, là où l'Europe, en tant qu'entité dépassant l'espace de l'Union européenne, mais intégrant le Royaume-Uni, ne va perdre, c'est qu'on va assécher les laboratoires britanniques. Et donc, c'était une zone de compétence quand même très grande en matière de pharmacie, avec des conséquences probablement assez désagréables à la fin. Donc, tout ça va se relocaliser en Europe continentale. Enfin, ça n'est pas bon pour les laboratoires britanniques impliqués. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Il ne faut pas espérer qu'on en tire un cadeau. J'ai une question qui m'arrive et qui est toute simple, mais elle est simplement posée, mais la réponse est sûrement plus compliquée. Faut-il faire plus de protectionnisme au niveau européen ? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous nous encourage à suivre l'exemple américain ou chinois ? Je veux bien commencer. Faut-il faire plus de protectionnisme ? Il faut savoir que l'Union européenne et encore plus l'eurozone est globalement excédentaire, et largement excédentaire en matière de balance commerciale. On a évoqué tout à l'heure le cas de l'Allemagne et des pays nordiques qui sont de très grands exportateurs, dont les soldes rapportés au PIB sont à des niveaux tout à fait impressionnants. Il serait pour le moins paradoxal de recommander comme thérapie à des pays très fortement exportateurs et à une zone économique très globalement exportatrice de développer des stratégies protectionnistes. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Le deuxième élément de la réponse, c'est que pour exporter beaucoup, il faut importer beaucoup. Le contenu en importation des exportations est très élevé. Donc, si on rentrait dans une logique protectionniste, à ce moment-là, non seulement on se tirerait une balle dans le pied puisqu'on limiterait nos exportations par effet de rétorsion des pays qui subiraient nos restrictions, mais en plus, on alourdirait nos coûts, on augmenterait nos coûts et on diminuerait notre compétitivité, même pour les produits exportés qui ont un fort contenu en importation. Et puis, troisièmement, ça a été dit et redit, c'est que globalement, notre commerce extérieur a contribué à accroître le pouvoir d'achat des ménages. Donc, pour ces trois raisons, pour commencer, je ne vois pas très bien quel sens il y a à développer une stratégie protectionniste. Par contre, tout notre débat de l'heure qui vient de s'écouler montre que sur certains segments d'activité, dans certains domaines, on a besoin d'augmenter la résilience de l'Europe. Et augmenter la résilience, ça peut conduire, notamment on l'a évoqué, à localiser sur le territoire européen telle ou telle production qu'on estimerait cruciale. Je pense par exemple à certains principes actifs pharmaceutiques. Voilà comme début de réponse. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui, Jean peut-être alors, puisque Donc, je pense que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Élie. Je vais ajouter quand même un point de nuance. Garder un marché ouvert, ça veut aussi dire utiliser à plein ce qu'on appelle dans le jargon technique les instruments de défense commerciale. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est pas le protectionnisme, c'est mettre en place les outils qui permettent d'éviter que nos concurrents sur le marché international utilisent des politiques qui ne respectent pas les règles de marché. Donc, il y en a plusieurs auxquelles il faut être attentif. La première, c'est le rôle des entreprises d'État. Donc, quand on dit ça, on pense à un pays en particulier, les entreprises d'État, qui sont éventuellement à la Chine. un parti, peut-être, hein, oui, peut-être. Ouais. Mais d'autres pays le font aussi, mais on pense à celui-là souvent en premier, effectivement. Il va y avoir la question des subventions. La question des subventions, c'est terrible parce qu'on a eu toujours cette volonté de résister à la tentation de faire des subventions. Ça fait même partie donc, des politiques européennes de surveiller tout ça. Et là, on est en train d'ouvrir complètement les vannes dans beaucoup de pays européens pour des raisons tout à fait légitimes. Ça va être beaucoup plus difficile au niveau international de se plaindre que les autres font des subventions quand on en fait nous beaucoup aussi. Mais c'est quand même un domaine dans lequel il faut être très, très actif.
Et puis, pour faire très vite, donc c'est toute la question de ce qu'on appelle en général le dumping, c'est-à-dire les situations dans lesquelles les producteurs étrangers, pour accéder à nos marchés, bénéficient d'avantages indus. Donc là, nous avons tout un ensemble de politiques qu'on appelle des instruments de défense commerciale. Et la bonne nouvelle par rapport à l'Union européenne, qui a souvent été taxée, à tort ou à raison, d'une certaine naïveté par rapport à son environnement international. L'Europe était tellement attachée à cet esprit de respecter les règles, de respecter le multilatéral, etc., qu'elle a été quelquefois victime du non-respect des règles par d'autres pays. Et bien maintenant, il est tout à fait évident que l'Europe a compris ce qui était en train de se passer et on le voit dans deux domaines. Dans le domaine de la politique commerciale qui correspond à la question qui a été posée, où l'Europe est très très active sur la question de l'antidumping et notamment sur la question de savoir si la Chine est une économie de marché. Rappelez-vous qu'on n'a jamais répondu à cette question, de savoir si la Chine était une économie de marché, et c'est la meilleure façon d'y répondre. La deuxième façon de traiter ces sujets, c'est sur la politique de la concurrence, en s'attaquant aux abus de position dominante des entreprises multinationales d'un certain nombre de domaines, comme le fait la Commission européenne depuis un petit moment. Donc, l'Europe n'est plus naïve à supposer qu'elle ne l'ait jamais été. Et donc ça n'est pas du protectionnisme, mais c'est de la défense commerciale. Je pense qu'il faut faire très attention au terme, mais ça, c'est probablement assez nécessaire dans un monde qui n'est pas du tout un monde bisounours, comme ça a été rappelé dans les interventions précédentes. Jean ? Oui, juste un mot. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'on va devoir faire preuve de beaucoup de vertus, pour employer une vieille expression, parce que on a les sujets qu'a mentionné Lionel, hein, c'est-à-dire les sujets de défense commerciale et les sujets de concurrence, sur lesquels il faut qu'on ait une attitude très ferme. Et puis, on a le sujet du climat. Hein, et du fait que nous allons devoir, si nous sommes, ce qui est très probable, en avance sur nos partenaires commerciaux du point de vue de l'ambition des objectifs climatiques, on va devoir introduire des formes d'ajustement aux frontières. Sinon, on va simplement produire de la délocalisation d'activités intensives en carbone, ce qui ne serait en rien bon pour le climat. Si on additionne ces trois éléments, ça veut dire qu'on va être, en matière commerciale et en matière de concurrence, on va être différent de ce qu'on était dans le passé. On va être beaucoup plus interventionniste, disons. Il faut qu'on se garde du soupçon qu'au fond, la raison d'être de tout cela serait simplement le protectionnisme. La raison d'être de tout ça, c'est pas ça. C'est que on a besoin de conditions de concurrence qui sont des conditions de concurrence qui ne sont pas biaisées par ces facteurs d'intervention politique, d'entreprise d'État, de position de monopole ou de dumping environnemental. Donc, si on veut se faire respecter là-dessus, il va falloir qu'on soit assez vertueux. Oui, Élie, d'un mot. Après, j'ai une autre question des internautes. Oui, je voulais ajouter une correction à la correction de mon ami Lionel. Quand il terminait son propos en disant que les Européens avaient cessé d'être naïfs et qu'ils développaient un double point, un sur la politique commerciale et l'autre sur la politique de la concurrence. Je crois que pas plus tard que ce matin, il y a un rapport qui est sorti qui montre que justement, sur la politique de la concurrence, notamment par rapport aux GAFAM, nous avons un vrai problème, nous, Européens, d'inadéquation des outils, de problèmes de réactivité lorsque on observe des comportements déviants de la part de ces GAFAM. Et ce rapport rappelait en particulier que la procédure contre Google a été engagée il y a plus de 10 ans et qu'elle n'était pas parvenue encore à une conclusion véritablement satisfaisante compte tenu des appels en cours. Donc il y a manifestement un problème de réactivité des institutions européennes. Et donc je dirais, après la phase du déniaisement, il faut la phase de la réactivité. Et nous n'y sommes pas encore.
Alors, à ce propos de réglementation européenne, il y a un internaute qui dit qu'il faut quand même regarder ce que l'Europe arrive à faire de positif, et notamment sur les données, puisqu'elle a établi un règlement pour protéger nos données, le RGPD, et que donc là aussi, ces données, c'est un peu stratégique. Et que, bon, voilà, l'Europe ne reste pas totalement les bras ballants. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur RGPD. Dans la mesure où c'est un peu de la souveraineté, les données. Je peux réagir. Je pense que ça pose la question de la souveraineté qu'on appelle numérique et qui peut se positionner, qui a 3 dimensions. Il y a une dimension de la protection, effectivement, des données, et à ce sujet, l'Europe est effectivement a développé une législation, une réglementation qui normalement devrait s'imposer parce qu'elle est extrêmement protectrice, et elle a intérêt à se saisir de cet avantage comparatif, on va dire législatif, et à imposer ce standard en termes de protection des données. Et c'est vrai que c'est un atout européen, et même, pour citer encore des économistes, l'Europe a été gratifiée de cet avantage comparatif législatif en la matière. Et ça, c'est une seule dimension de la souveraineté numérique, et il y en a d'autres. Il y a aussi tout ce qui relève, et ça fait un lien avec la précédente question, tout ce qui relève du dumping fiscal, hein, parce qu'on sait très bien que les entreprises numériques et de plateformes sont des championnes de l'optimisation fiscale, et l'Europe a encore, et donc ça fait référence aussi au cas Apple dont parlait Elie, elle a intérêt aussi à renforcer sa législation vis-à-vis de cette optimisation qui est problématique pour les finances publiques, hein, et alors qu'évidemment ces entreprises sont extrêmement efficaces et productives. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension productive pour l'OTAN. Alors c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'en Europe on n'a pas de champion numérique. Et là je reviens encore sur la question de l'intégration du marché, l'absence de Google ou d'entreprises comme Apple ou Facebook, au départ, à l'échelle européenne, c'est la question de l'intégration du marché. C'est-à-dire que ces entreprises ne se déploient aux États-Unis que parce qu'elles ont un marché qui leur permette d'accéder à ces économies de réseau qui sont fondamentales pour la productivité et la profitabilité de ces entreprises. Donc, des efforts à faire encore sur l'intégration du marché numérique, et évidemment une question sur la souveraineté numérique que l'Europe essaie de résoudre en mettant en place un certain nombre de projets. Et la réussite de ces projets est toujours en question, hein, notamment le projet de la plateforme Gaia X qui cherche à vouloir regrouper les forces européennes sur tous les services nuagiques d'infrastructure du cloud pour créer de l'interopérabilité, et aussi des services qui respectent le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données. Et donc c'est vrai que c'est dans l'interaction entre la force productive qui existe mais qui est disparate et qui a besoin d'être agrégée en Europe, et la force législative, que peut-être peut naître, en tout cas peut se renforcer une partie de la souveraineté numérique de l'Europe. J'ai une question sur les matières premières qui sont un des 5 items de la souveraineté industrielle du point de vue français. Faut-il s'inquiéter du fait que la Chine concentre plus de 50% des ressources minières de terres rares, largement utilisées pour la confection de nos téléphones et de nos batteries? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, je veux bien intervenir. Oui, bien sûr qu'il faut s'en inquiéter. Et la meilleure preuve, c'est que le gouvernement, dans le cadre du programme Pacte, a inscrit à son agenda la question de cette dépendance en matière de terres rares, et le fait que non seulement nous sommes dépendants pour nos fournitures de terres rares de la Chine, mais que la Chine peut faire un usage stratégique de cette détention, de cet avantage quasi monopolistique. Et donc, la décision a été prise de constituer des capacités propres dans ce domaine-là, en réactivant éventuellement certaines mines, en recréant des capacités de raffinage en terres rares et en constituant là aussi des stocks de précaution. Donc oui, la question est véritablement à l'agenda de nos autorités politiques, et les terres rares
font clairement partie de cet agenda de la souveraineté. Et je vous rappelle que ça n'est pas juste une vision théorique, puisque il y a eu quelques années, on a eu une plainte menée par les États-Unis contre la Chine à propos de la restriction aux exportations de terres rares, à une époque où les Américains se sont trouvés victimes de leur propre politique de fermeture de leurs propres mines. Il nous reste 5 minutes pour conclure. J'ai le temps de vous poser une dernière question. Quelles seraient les mesures prioritaires à prendre au niveau européen pour favoriser un écosystème favorable à notre souveraineté industrielle? Vaste question. Est-ce que Jean peut esquisser un programme politique pour oui, ben la réforme européenne? Il y a un certain nombre d'outils classiques du système européen. Hein. Le premier, il a été évoqué, c'est la taille du marché. La taille du marché, c'est très important pour les industries de croissance. Le problème, c'est que l'idée que le marché unique européen va sans cesse s'approfondir et va devenir un marché intégré a été largement démentie par les faits. C'est-à-dire que pour tout ce qui est activité de service, et aujourd'hui les biens se rapprochent de plus en plus des services, on a de plus en plus de mal à distinguer les biens et les services, cette intégration est freinée par toute une série de réglementations propres, par les barrières de langue, par les barrières réglementaires, etc. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la taille de notre marché. Hein, on faisait référence à toutes ces entreprises qui croissent vite, qui ont besoin à un moment d'acquérir la taille critique au niveau mondial. Et le modèle qu'on voit se développer et se répéter, c'est une entreprise qui démarre dans un pays européen et quand elle dépasse la taille de ce marché intérieur, elle part aux États-Unis. Hein, elle ne prend pas, elle saute l'échelon européen. Et elle revient aux États-Unis, en Europe, après s'être développée aux États-Unis, à ce moment-là, à la manière de n'importe quelle multinationale. Donc la question, c'est comment on peut faire là. Et je pense que l'idée qu'on peut systématiquement, sur tous les produits, sur tous les services, dans tous les domaines, faire grossir le marché européen, c'est pas vrai. On bute sur trop de choses. On bute sur le droit, on bute encore une fois sur la langue, on bute sur les réseaux, etc. Donc il faut probablement choisir un certain nombre de secteurs et se dire dans ces secteurs, on va faire une entreprise qui va aller, un effort qui va aller sensiblement plus loin. On va aller vers le régulateur unique, par exemple. On voit dans les télécoms, on a fragmenté le marché européen avec des régulateurs nationaux. Bon, on peut faire un autre choix qui est un choix de régulateur unique. Et le régulateur unique, c'est puissant. On voit bien aussi dans le domaine bancaire à quel point le débat sur le régulateur unique versus les régulateurs nationaux, c'est structurant. Donc, je dis, ne faisons pas ça partout, mais essayons de choisir les secteurs dans lesquels c'est critique. Voilà. La deuxième chose que je mentionnerai, et puis je m'arrêterai là parce que mes camarades ont sûrement d'autres choses à dire, c'est évidemment toute la dimension recherche. Qui est une dimension là sur laquelle l'Europe a l'échelle, l'Europe a les budgets, donc c'est tout à fait important, la dimension recherche-développement. Et c'est vrai que c'est un point aveugle du plan de relance européen, parce que chacun ayant négocié pour avoir le maximum pour lui-même, eh bien, tout ce qui était les politiques communes, et notamment les politiques de recherche, a été un peu le sacrifié du plan de relance européen. Oui, je voulais juste quelqu'un d'autre veut conclure en quelques secondes. Ça doit être l'objectif principal. La bonne nouvelle, c'est que BioNTech a bénéficié de fonds de l'ERC, et donc il faut renforcer les moyens de l'ERC, et il faut compléter ça sans doute par une BARDA et une DARPA européenne, ces organismes de recherche qui ont été remarquablement efficaces aux États-Unis et qui peuvent être des outils acclimatés au climat européen. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction. Alors, juste pour les sigles, hein. L'ERC, ça finance des recherches fondamentales, mais sur la base des idées des chercheurs. On ne leur dit pas sur quoi il faut chercher, on a des programmes assez ouverts. Et puis DARPA et BARDA, c'est sur l'innovation de rupture, avec l'idée qu'on finance des choses qui ont une grande chance d'échouer, mais que quelques-unes ont une chance de réussir et de produire des effets spectaculaires.
Merci Jean pour la traduction. Et pour conclure sur une note positive, je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas vu que l'Europe est en train de réfléchir à une réduction du staff administratif de l'ERC. Sarah, un mot de conclusion en quelques secondes. Il faut mettre votre micro. Sarah, si vous voulez. Oui, oui, je partage évidemment l'idée que la recherche et développement est un peu l'oublié de ce plan de relance européen, hein, avec et c'est sans doute aussi l'orientation très forte de la Commission vers les investissements verts qui grignotent un peu sur la recherche et développement qui ne serait pas verte. Et donc, il y a un arbitrage là qui se fait. Et pour conclure, on est toujours dans ce même dilemme économique du coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repas gratuit. Si on veut investir dans les politiques vertes, eh bien, on grignote un peu le budget de la recherche et développement, et vice-versa. Si on veut faire des délocalisations, des relocalisations, eh bien, c'est probablement aussi au détriment d'un argent public qui va subventionner la recherche et développement. Donc, produire des substances actives ou ou financer des brevets pour faire des vaccins, ça reste un arbitrage quand même clé de la politique économique. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à cette conférence. Nous sommes arrivés à son terme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci.